Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour parler du monde qui arrive et pour affronter le chaos actuel et le futur qui va en découler. Eh bien, je voudrais vous présenter 3 certitudes. C'est un peu une analyse psycho-géopolitique de la situation. Alors, psycho-géopolitique, je ne sais pas si le terme existe vraiment, j'ai envie de l'utiliser. C'est l'analyse de la situation géopolitique à travers le prisme de la psychologie et surtout de la psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire une psychologie qui dépasse le simple développement personnel qu'on connaît, qui va beaucoup plus loin, au-delà en fait. Et donc je voudrais vous proposer ça parce que au travers du filtre de la psychologie appliquée à l'actualité politique, eh bien on peut tirer des enseignements qui peuvent littéralement, on va le voir, nous sauver la vie et sauver la vie de nos proches aussi. Et donc si les sujets que je développe dans cette vidéo vous intéressent et que vous voulez aller plus loin, eh bien sachez que je fais un séminaire en novembre au Maroc et donc je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo dans la description. Et également à partir du mois prochain, en octobre, eh bien je propose un accompagnement sur 12 mois sous forme de supervision mensuelle, c'est ouvert à tous. Et donc je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo dans la description également. Alors aujourd'hui tout est tellement incertain et complexe que l'on peut vraiment avoir finalement très peu de certitude sur le futur. Et la vraie certitude qu'on peut avoir déjà, c'est que tout est de plus en plus incertain en raison de la complexité. Et donc les certitudes que je voudrais vous présenter ici, elles débouchent sur des invitations à cultiver en soi des attitudes fondamentales pour survivre, en fait plus que survivre, pour vivre, vraiment vivre le mieux possible avec le moins de stress possible dans le monde incertain et chaotique dans lequel nous sommes. Alors tout d'abord, bien malin celui qui pourra prédire ce qui va se passer dans les années qui viennent, dans 6 mois même ou dans 1 an, qui aurait pu prédire en 2019, rappelez-vous, ce qui allait se passer en 2020. Ça a été tellement incroyable que ça nous amène finalement à l'humilité de ne pas savoir face à la complexité de la situation géopolitique qui est grandissante, qui est telle, avec une quantité phénoménale de paramètres, qu'il faut vraiment se méfier des prédicateurs qui nous prédisent le futur qui nous attend. Et donc ces dernières années eh bien, ont montré que le monde il est de plus en plus complexe et surtout les interactions sont de plus en plus complexes entre les nouvelles découvertes scientifiques comme l'intelligence artificielle, la situation géopolitique, l'état de la planète, le niveau de souffrance collective et tant d'autres éléments dont je vais parler un peu plus tard dans la vidéo. Eh bien, il est quasi impossible pour un cerveau humain de savoir précisément ce qui va se dérouler dans les années qui viennent. Donc ça nous amène à l'humilité. Et en plus, souvent, on surestime notre capacité à prévoir l'avenir, en particulier les événements rares, les événements qui ont un fort impact, comme par exemple les signes noirs. Vous connaissez peut-être ce terme, hein, ça a été popularisé par Nassim Nicolas Taleb. Il a été souvent cité par Idriss Aberkan, c'est peut-être pour ça que vous connaissez. Ça décrit en fait un type d'événement qui est particulier, qui est très rare, imprévisible, on ne s'y attend pas du tout. Il n'y a rien qui aurait pu permettre de le prévoir. Et ça a un impact très important. Ça peut vraiment bouleverser complètement l'ordre établi. Et donc des exemples de signes noirs, par exemple, c'est Vassili Arkhipov en 1962, quand le monde était au bord du gouffre avec la crise des missiles de Cuba entre les États-Unis et l'Union soviétique. Eh bien, c'est un des 3 commandants d'un des sous-marins de la flotte soviétique qui a refusé de répondre avec une torpille nucléaire. Et grâce à lui, eh bien, on est vivant. Et c'était pas du tout prévisible qu'il le fasse. C'était pas du tout normalement prévisible. Parce qu'ils sont très obéissants, les militaires. Et puis un autre signe noir connu, c'est encore un russe, hein, c'est Stanislas Petrov, qui lors d'une alerte déclenchée par des satellites de surveillance soviétiques en 83, eh bien il a pris la décision d'informer sa hiérarchie qu'il s'agissait en fait d'une fausse alerte et non d'un tir de missile, comme pourtant l'indiquait le système d'alerte antimissile. Et ça, extraordinaire, ça a vraiment évité une riposte nucléaire. Et donc grâce à lui, on est encore vivant. Et donc il y en a beaucoup comme ça. Et puis récemment... Je dirais un autre signe noir, c'est l'extraordinaire résistance d'une partie éclairée de la population à la montée du totalitarisme avec un grand nombre de scientifiques qui ne sont pas englués dans les conflits d'intérêts et donc dans une forme de corruption systémique. Et par exemple en France, on a le Conseil scientifique indépendant. Bon, il est quand même censuré sur YouTube, mais vous pouvez toujours le suivre toutes les semaines. Et il a été prédominant pour pouvoir se réinformer correctement. Et puis... un autre exemple récent de signe noir, c'est le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et génocide. Et ça, c'est étonnant aussi parce que malgré la corruption et les pressions incroyables sur ce tribunal, eh bien, le mandat d'arrêt, il a quand même été émis. Et puis un autre signe noir, évidemment, c'est très important, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk, qui a permis d'éviter le muselage complet de la liberté d'expression dans le monde, parce que tous les autres réseaux sociaux se couchaient pour la censure. Et aujourd'hui, c'est un des rares endroits sur Internet où on peut trouver vraiment de la véritable information.
et où des affaires peuvent sortir comme Wikileaks le faisait avec du temps de Julian Assange. Un autre signe noir aussi, ça peut venir plus tard d'une nouvelle découverte scientifique, c'est pas forcément des personnes, ça peut aussi des nouvelles ressources, ou l'allongement de la durée de vie, ou de l'intelligence artificielle, on le voit, qui va tout changer, qui va bouleverser notre économie, mais également notre quotidien, notre façon de vivre en fait. Et donc, c'est sûr qu'il y a des nouvelles technologies, des nouvelles découvertes scientifiques qui vont complètement bouleverser dans les années qui viennent nos styles de vie, tout comme les réseaux sociaux, eh bien, ils ont bouleversé nos vies, dans le sens qu'ils ont vraiment, on l'a vu, modifié nos habitudes de vie en fait. On voit chez les adolescents, mais chez nous aussi. Alors il y a une chute de quotient intellectuel à cause de ça, mais également les réseaux sociaux, ça connecte beaucoup de gens très éloignés en temps réel. Quand ils ne sont pas censurés comme sur X, eh bien ils permettent de maintenir une liberté d'expression, qui est quand même notre trésor le plus précieux, parce que s'il n'y a plus de liberté d'expression, eh bien c'est la fin de la démocratie, c'est la porte ouverte au totalitarisme. Et donc comme les découvertes scientifiques s'accélèrent de jour en jour grâce au progrès des ordinateurs, et tout s'accélère, eh bien l'avenir, il devient de plus en plus incertain. Et chaque événement qui a lieu a des implications sur l'ensemble des autres paramètres, avec des multiples changements de scénario dans une myriade de domaines différents, comme par exemple l'élection en novembre avec Trump, ce qui se passe avec Kamala Harris et Trump, eh bien ça va avoir des impacts majeurs sur plusieurs politiques mondiales, sur la géostratégie, mais aussi sur, bien sûr, la liberté d'expression dans son ensemble. Ça va nous toucher aussi en Europe, l'Europe qui s'engouffre de plus en plus dans la censure, et donc ça va avoir un impact sur la révélation ou non, par exemple, de crimes de guerre, crimes d'État, comme faisait Julian Assange, qu'on a muselé. Et on voit à ce sujet, par exemple, au niveau des crimes de guerre des industries pharmaceutiques, eh bien Robert Kennedy Jr. qui fait un travail formidable dans ce sens, et on espère qu'il pourra continuer. Alors dans ce cas où on va trouver des certitudes, eh bien une image qui me vient, c'est le cyclone. Vous savez, le cyclone où tout est agité, tout est en mouvement, et au centre, eh bien il y a le calme. C'est l'œil du cyclone. Et le propos de cette vidéo, c'est de nous recentrer dans l'œil du cyclone pour trouver la paix dans le chaos. Alors, quelles sont ces trois certitudes pour faire ça? Eh bien, les trois certitudes, c'est également, vous allez voir, ça se décline en manière pratique, en clés qu'on peut cultiver pour sauver notre vie, en attitude en fait. Notre vie et aussi celle de nos proches. Et donc, ça peut nous rendre la vie beaucoup plus agréable, quoi qu'il se passe autour de nous. Alors, la première clé, c'est de comprendre que seule la réalisation de notre vraie nature pour chacun des êtres humains de la planète pourra nous sortir du chaos, vraiment au niveau global. Pour vivre dans un monde moins chaotique, eh bien, ça va être important de développer une spiritualité authentique qui n'est pas limitée par une tradition religieuse. Donc ça peut inclure une tradition religieuse, bien sûr, comme la chrétienté, l'islam ou le bouddhisme par exemple, mais elle n'est pas limitée par cette tradition religieuse. Et donc cette spiritualité authentique, éternelle, on va le voir, elle nous invite à voir ce que nous sommes vraiment, vraiment au-delà des apparences. Et cette spiritualité, en fait, elle est connue au travers des religions. C'est une spiritualité constante depuis la nuit des temps. On l'a parfois appelée aussi la philosophie pérenne. Peut-être vous connaissez la philosophie pérenne, le nom. C'est une philosophie éternelle. C'est une philosophie, en fait, qui est toujours vraie, toujours juste, pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu. Alors on l'appelle aussi maintenant la vision directe ou la voie non duelle. J'en parle parfois dans les vidéos. On la nomme aussi la voie de l'unité. On la retrouve chez Héraclite, dans le Tao, dans le Zen, dans le bouddhisme, dans le christianisme, dans le judaïsme, dans pratiquement toutes les religions. Et les sages qui l'ont transmise dans les religions monothéistes, eh bien, ils ont été persécutés, car ça venait remettre en question complètement l'ordre établi. Et donc, à travers le temps et les cultures, eh bien, tous disaient que cette voie, elle est accessible à tous, sans besoin d'un système religieux, sans besoin de prêtres, sans besoin d'enseignants, de gourous ou d'études particulières. Donc, ça plaisait pas trop au système, bien sûr. Et cette philosophie qui nous vient depuis le fond des âges nous montre qu'il est possible de se libérer profondément de la souffrance, du manque et de l'insatisfaction en allant beaucoup plus loin dans la compréhension du réel. C'est le fameux « connais-toi toi-même » que l'on retrouve inscrit sur le temple d'Apollon à Delphes. Et bien sûr, c'était encore plus vieux que ça, hein, cette phrase elle est connue. Et cette voie elle a éclos chez un grand nombre d'êtres humains qui sont attirés par la simplicité, par la nature. Et dans toutes les grandes traditions spirituelles de notre humanité, on retrouve ce message porté par des sages. Quelles que soient les différences culturelles, religieuses, linguistiques, temporelles, eh bien le message non duel, il s'est toujours montré étonnamment et constamment toujours le même au fil des siècles. Alors cette philosophie qu'on pourrait dire la philosophie éternelle, on peut l'appeler comme ça aussi, elle enseigne qu'il existe une réalité ultime qui surpasse toutes les différentes traditions religieuses de notre histoire.
Donc chaque tradition donc, a sa façon de comprendre le réel et de vivre cette réalité, mais elles mènent toutes finalement à la même réalisation ultime. Et eh bien, c'est que la philosophie pérenne, en fait, elle est basée sur le principe fondamental que la réalité ultime, c'est quoi? C'est une unité indivisible. Il n'y a pas de séparation vraiment entre le soi et le monde extérieur. Et donc ça propose une autre lecture de la réalité où tout est intrinsèquement connecté. C'est une compréhension non conceptuelle, hein, ça doit être quelque chose qui est expérientiel, et ça dépasse le matérialisme qui propose une vision qui est beaucoup moins enthousiasmante, hein, parce que le matérialisme propose la division et la séparation, et la philosophie non-duelle propose l'idée que la vie est un champ unifié de conscience de nature silencieuse et heureuse. Et donc la dualité apparente de notre expérience quotidienne, elle est considérée comme une illusion qui résulte de notre tendance mentale à toujours catégoriser, diviser, séparer, à créer des distinctions et à fragmenter le réel avec des polarités comme moi, pas moi, extérieur, intérieur. Et donc, même en physique, dans la physique de l'infiniment petit, eh bien, on nous montre que ces séparations que l'on croit voir, ce sont en fait que des illusions, c'est des conventions, c'est comme les cartes routières qui nous montrent le réel avec des limitations, des frontières qui n'existent pas en réalité. Et donc, en fait, ce sont des filtres. Ces cartes, en psychologie, en psychiatrie, on parle de cartes mentales, cartes de la réalité. Et en fait, on se représente le monde à travers ce filtre mental, mais c'est une illusion. En réalité, quand on a cette vision directe, il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation. Et la dualité qu'on connaît, elle prend sa source dans le matérialisme, qui est le paradigme dominant aujourd'hui, qui suppose que la matière précède la conscience. C'est-à-dire que la conscience serait une propriété du cerveau, alors qu'on ne l'a jamais prouvé. Et on parle du problème difficile de la conscience, ça n'a jamais été prouvé, j'en parle souvent dans les vidéos. On fait des expériences par rapport à ça. En fait, on voit que la conscience précède la matière et le cerveau. Et donc, la dualité, la non-dualité, pardon, part du principe que la conscience précède la matière. Croire le contraire, croire que la matière précède la conscience, ça va générer de la peur, un sentiment de petitesse, de la séparation. Et c'est la base en fait de toutes les souffrances sur Terre quand on y réfléchit. C'est la peur de la mort, puisqu'on est la conscience, on la pense limitée dans le corps et donc le corps il meurt. De la peur de l'abandon, c'est la peur de l'insécurité. Et en comprenant profondément ce que nous sommes vraiment, que cette conscience que nous sommes n'est pas soumise à cette limitation, eh bien ça permet de tracer une voie. De plus en plus d'êtres humains pourront vivre ça. C'est en train de se faire en fait. Il y a de plus en plus d'êtres humains qui accèdent à cette réalisation. Et ça va permettre finalement d'amener un monde complètement différent, parce que tant qu'on a cette vision de séparation, duel, eh bien avec les moyens technologiques que nous avons, eh bien on va vraiment vers le chaos en fait, et ça peut aller vers les guerres. Les guerres sont provoquées par ce sentiment de séparation. Alors imaginez si de plus en plus de gens accèdent à cette réalisation, c'est la fin des guerres, c'est la fin des divisions, et c'est vraiment une véritable ère de paix mondiale, parce que ce serait une évidence pour tout le monde, hein, parce que quand je réalise que l'autre c'est moi, je ne vais pas me battre contre moi, je ne vais même pas l'exploiter puisque c'est moi. Et c'est on va vers ça en fait, c'est très réjouissant parce que malgré qu'il y a un peu une course contre la montre entre on va dire les forces de destruction et qui créent ce sentiment de séparation, et puis les forces d'amour qui créent ce sentiment d'unité, eh bien quand on va voir, et de plus en plus d'êtres humains vont le faire, eh bien c'est ça la bonne nouvelle, c'est que il y a de plus en plus de personnes qui accèdent à cette réalisation de qui ils sont vraiment. Et donc ça permet d'améliorer l'humanité. Ça permet en fait d'augmenter la signature électromagnétique de paix et d'amour de notre planète. Et je vais en parler de la signature électromagnétique. Parce que la deuxième certitude que je voudrais vous présenter maintenant, c'est que le totalitarisme risque de gagner sur nos sociétés dites démocratiques. Alors en réalité, elles n'ont jamais vraiment été démocratiques, hein, mais bon, passons. Le totalitarisme risque de gagner si nous ne mettons pas en valeur, et c'est la deuxième certitude, c'est la curiosité. Le fait d'être curieux dans l'éducation, mais pas seulement dans l'éducation, mais également dans notre vie quotidienne. Et c'est vraiment le meilleur rempart contre le totalitarisme. Dans les mois et les années qui viennent, ça va être très important. Alors pourquoi la curiosité c'est si important? Je m'explique. Nous sommes entrés depuis quelques décennies avec l'évolution du monde dans des logiques de guerre de 5e génération. Vous avez entendu parler de ça peut-être. Ceux qui font la guerre aujourd'hui, essentiellement ceux qui ont le pouvoir ou qui veulent plus de pouvoir, ils utilisent notre cerveau comme champ de bataille. Hein, le totalitarisme, aujourd'hui, c'est plus comme le totalitarisme au XXe siècle, avec des bots, des chars, des tanks. C'est un totalitarisme qui est basé sur la technique, sur la science, sur l'intelligence artificielle. En fait, c'est un contrôle total sur les individus. Et
À l'heure d'Internet et des médias et des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, eh bien notre esprit individuel, à chacun d'entre nous, donc c'est le nouveau champ de bataille. On est donc, on pourrait dire, dans une guerre psychologique. Et pourquoi d'ailleurs autant de milliardaires achètent des médias qui sont complètement déficitaires? Pour influencer, pour entrer dans notre esprit. Pourquoi est-ce qu'il y a d'immenses groupes comme la CIA ou d'autres groupes, des gens très riches, des 1% dans les 1%, qui sont actionnaires très importants dans des grands réseaux sociaux? Mais ce n'est pas juste pour s'enrichir, c'est aussi évidemment pour nous influencer, pour entrer dans notre esprit, pour créer du désir, créer de l'adhésion à certaines visions politiques ou une certaine morale. Voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Et puis surtout créer la peur, on l'a vu ces dernières années, donc ça permet de créer des comportements et créer des ennemis désignés également, donc avoir une guerre perpétuelle. Et puis brouiller notre cerveau par un narratif officiel qu'on peut pas non plus remettre en question. Il est dangereux de s'opposer à ça. Et d'ailleurs, la grande leçon que l'on peut tirer de la période Covid, c'est que ça a été la période la plus totalitaire qu'on a connue, et pas seulement d'ailleurs ces 4 dernières années, mais même depuis même beaucoup plus longtemps. Remarquons qu'il y a de moins en moins de débats contradictoires, même plus du tout en fait. Quel que soit le sujet, s'il n'y a pas de débat contradictoire, c'est qu'on nous manipule. Et en démocratie, on devrait en avoir. Il n'y en a pas sur le réchauffement climatique, et pourtant, ce serait intéressant. Il n'y en a pas sur la guerre en Ukraine, il n'y a pas de débat contradictoire sur les attentats du 11 septembre, il n'y a pas de débat contradictoire sur l'éducation sexuelle des enfants, il n'y a pas de débat contradictoire sur ce qui se passe à Gaza, sur ce génocide, il n'y a pas de débat contradictoire sur les effets de ces injections forcées, et pourtant il y aurait de quoi. Et donc, le fait d'être curieux, ça nous amène à aller voir en dehors des sentiers battus, puisque l'information ne se trouve pas dans les médias classiques, et de croiser nos sources d'information. Et je disais, ça peut vous sauver la vie, parce que par exemple sur les injections, qui ont été quasiment forcées depuis 2021, eh bien selon les informations que vous aviez à l'époque, soit vous étiez complètement manipulé et en bon rat de laboratoire, vous avez obéi et vous vous êtes fait injecter, en croyant bien faire bien sûr, soit vous étiez informé déjà à l'époque, parce que l'information circulait, sur le danger de ces injections, et c'était des milliers de médecins, de chercheurs qui avaient déjà alerté. Et alors vous pouviez sauver votre vie et peut-être celle de vos proches, s'ils n'étaient pas trop conditionnés par la secte vaccinale. Je dis secte vaccinale parce que vraiment on peut dire que c'est comme une secte. On critique beaucoup les sectes, mais là vraiment c'était une secte très très grande. Et encore, ça va augmenter parce qu'on ne parle pas de toutes les millions de maladies créées par l'inflammation qui sont apparues depuis les inoculations de ces produits expérimentaux. Mais évidemment, si vous n'êtes pas curieux et que vous ne suivez que les médias traditionnels, tout ce que je suis en train de vous dire là pour l'instant, vous ne connaissez pas. Et pourtant, c'est connu et c'est partagé dans beaucoup de médias alternatifs, des médias indépendants, faits par des journalistes citoyens. Donc une grande partie de ces gens-là sont des gens avec un esprit vraiment rigoureux. Donc je vous invite vraiment à croiser vos sources d'information et être curieux. Et pendant cette période, notamment les 4 dernières années, pour éviter le stress, la peur et les dangers sur notre santé, il fallait juste oser être curieux, penser en dehors du cadre, croiser ces sources d'information. Et c'est là que la guerre de 5e génération elle intervient, parce que faire cela à cette époque-là, faire cela pour ceux qui avaient les ressources intellectuelles, oser penser en dehors du cadre, oser se poser des questions, oser être prudent, eh bien c'était mal vu. Rappelez-vous, on pouvait se faire rejeter, on pouvait se faire insulter. Avec l'insulte qui vous rejette automatiquement du groupe social, c'est l'insulte, vous connaissez, complotiste. Complotiste, au début, ça fait penser à quelqu'un de paranoïaque, qui est un peu dérangé, qui est un peu naïf, qui voit le mal partout. Ok, mais maintenant, avec tout ce qui sort, complotiste, ça commence plutôt à devenir un compliment. Ça illustre plutôt des personnes qui ont vu juste avant les autres. D'ailleurs, tous les grands philosophes finalement étaient complotistes, ils ont les mêmes qualités des complotistes, c'est-à-dire qu'ils se posent des questions, ils osent remettre en question le narratif officiel, la pensée unique, ils s'autorisent le droit au doute et à la prudence. Eh bien, tous les grands philosophes sont des complotistes. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle des complotistes, finalement, ce sont des gens qui sont sensés et qui ont gardé leur bon sens. Et donc, ça demandait quand même à l'époque pas mal de ressources intérieures pour oser faire ça. Il fallait être curieux. Et la plupart n'avaient pas forcément ces ressources. Parce qu'il y avait la peur qui était instillée à répétition du matin au soir. La peur qui court-circuite notre capacité à raisonner avec bon sens. On a vu des gens vraiment intelligents pendant cette période, dignes des années 30, qui étaient a priori raisonnables et intelligents, devenir complètement stupides, complètement cons, moutonniers et même agressifs. Si vous alliez contre la pensée unique, vous étiez agressif, c'était vraiment comme une secte en fait. On peut vraiment dire que la peur, ça rend con, on ne peut pas dire autrement en fait. Et donc, notre résistance
notre curiosité qu'on a essayé d'empêcher en censurant, eh bien, c'est notre plus grande arme, une des plus grandes armes contre le totalitarisme. Et cette curiosité, eh bien, elle met la pression aux manipulateurs qui voient que ça ne fonctionne pas sur une partie de la population. Et donc, ils intensifient l'intensité avec la guerre de 5e génération. Et donc, on doit être encore plus curieux, plus croiser encore nos sources d'information, parce que ça va s'intensifier, et éviter de nous jeter vers des conclusions trop hâtives. Alors, pour pouvoir le faire, eh bien, pour pouvoir le faire sereinement, j'en arrive à ma 3e certitude. Et par rapport au monde qui arrive et comment l'affronter de la meilleure façon, eh bien, cette 3e certitude, c'est que si la peur, elle rend con, et elle nous soumet à l'autorité des psychopathes, ça bloque notre intelligence, ça bloque notre curiosité, eh bien, l'antidote à la peur, c'est l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est pour moi une qualité tellement essentielle que j'avais commandé cette décoration, je vous la montre. Cette décoration qui a été faite par un artisan, quelqu'un qui a suivi mes séminaires, pour mettre ça dans mon salon. Et on pourrait parler de courage, mais je préfère l'enthousiasme, le contraire de la peur. Je préfère l'enthousiasme parce que le courage, ça peut encore être accompagné d'un esprit négatif où on se force. Tandis que l'enthousiasme, c'est un état d'énergie résolument constructif, hein, vous le sentez, pour faire face au monde qui est hyper stressant. Le stress nous tire vers le bas, tandis que l'enthousiasme nous élève. Enthousiasme, ça veut dire porté par les dieux, et donc ça élève notre signature électromagnétique. Et plus on élève notre signature électromagnétique, plus on influence positivement le monde autour de nous. Plus il y a des gens qui élèvent leur signature électromagnétique avec l'enthousiasme, eh bien plus nous améliorons finalement l'humanité. Et nous ne sommes pas impuissants en fait, mais au contraire, par notre attitude, par le choix d'une attitude constructive et enthousiaste, et curieuse aussi, eh bien, on agit pour le futur, pour qu'il soit de plus en plus harmonieux, malgré le chaos que nous traversons, qui est un peu un passage obligé, hein, parce que c'est un peu comme un accouchement, c'est très douloureux, et donc il y a une partie pour l'instant très douloureuse, beaucoup de souffrance, beaucoup de pauvreté, mais ce qui arrive peut vraiment être très 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 beau. Et donc ça dépend beaucoup de notre attitude en fait, donc on n'est pas impuissant, on résiste, on agit contre la peur. Le stress et la peur qui fait baisser notre niveau de santé individuel et collectif, et bien l'enthousiasme, ça va justement, donc porté par les dieux, je disais, ça peut vraiment nous permettre de vivre mieux, de lâcher prise avec le mental. J'en ai parlé dans la première certitude, dans la première clé qui est cette compréhension que ce que nous sommes vraiment, avec cette vision donc non duelle, eh bien c'est la paix, c'est le calme. Et c'est donc, tant qu'on n'est pas capable d'accéder à ça, eh bien, on peut toujours cultiver cet état d'esprit positif qui est réjouissant, l'enthousiasme. L'enthousiasme qu'on peut exprimer tout le temps, en tout lieu, quand tout va mal, pour contrer la descente énergétique actuelle vers des émotions lourdes comme la dépression ou l'anxiété, eh bien, c'est vraiment important de pouvoir refléter, cultiver cet enthousiasme, d'avoir un regard émerveillé sur la vie, un étonnement permanent d'être vivant, pour des choses très très simples. Et puis également dans notre couple, dans notre famille, c'est très important d'exprimer l'enthousiasme qu'on a d'être avec les gens qu'on aime, de donner des mots d'amour, d'oser, ça élève la joie. Et c'est le meilleur antidote contre le stress et la désolation, c'est connu aussi par les études. Et donc même quand tout semble aller très très mal, et ça peut encore empirer un peu, il y aura toujours, comme dans le symbole, vous savez, du yin et du yang, il y a toujours des raisons de s'enthousiasmer. Et je vous invite à les choisir en fait. L'enthousiasme débouche également, je termine avec ça, sur la gratitude bien sûr. Gratitude pour le fait d'être vivant, pour le fait d'être conscient. Et ce cercle vertueux de l'enthousiasme, de la curiosité et de la gratitude, ça nous amène à exprimer naturellement une joie de vivre et surtout l'amour. Et c'est ce que je vous souhaite, et vous voyez dans ces 3 certitudes, dans ces 3 clés pratiques, eh bien on peut vraiment mettre en place dans notre vie quotidienne. Ça peut vraiment changer les choses et c'est ce que je vous souhaite. Alors au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.